pour le résumer. Libérer les emprises publiques et améliorer l'accès aux structures hospitalières de la commune, telle est la décision de l'autorité municipale. Ce soir, nous ferons focus sur une vaste opération d'assainissement au rond-point du boulevard Sainte-Thérèse de la commune de Ndjili. Notre grand reportage de ce soir débute par un questionnement entre le commerçant et les grossistes qui sont à la base de la hausse de prix de produits de première nécessité. Certains ménages accusent le commerçant qui serait à la base de cette situation. Ces derniers rejettent la faute aux importateurs et grossistes qui, selon eux, jouent sur le prix et le taux d'échange. Tout, oui, tout, nous vous dirons tout à ces sujets, madame, messieurs. Voilà tout pour l'introduction. À l'invitation du président français Emmanuel Macron, le chef de l'État de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce vendredi 23 janvier 2026 avec son hôte au palais de l'Élysée à Paris en France dans le cadre d'une visite de travail sur la situation humanitaire dans l'Est de la RDC et sur la coopération bilatérale. On retrouve Giscard Koussema et Bob Moussoungou pour le résumé. Les portes du palais de l'Élysée ont été ouvertes pour recevoir ce vendredi le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité par son homologue Emmanuel Macron. Comme le veut la tradition en pareille circonstance, les locataires de l'Élysée étaient opérants pour échanger d'accolades avec son hôte de marque. Après ces cérémoniales protocolaires conviviales, place à la séance de travail proprement dite. Le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont longuement échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire toujours préoccupante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont examiné l'apport de la République française dans la gestion de la crise humanitaire consécutive à l'occupation de la ville d'Uvira par les troupes rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23. La France avait déjà fait l'annonce d'une aide humanitaire en faveur de la population congolaise, victime des affres de l'invasion des forces armées rwandaises. Les deux chefs d'État ont réaffirmé le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce déjeuner de travail a aussi permis aux deux dirigeants de passer en revue la coopération bilatérale entre la République française et la République démocratique du Congo et sur d'autres enjeux internationaux. Je le disais à l'ouverture, plus question de véhicules abandonnés dans les acteurs de la capitale. Telle est la décision de l'autorité provinciale en illustration. Hier jeudi, une vaste opération d'assainissement au rond-point du boulevard Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili par l'autorité municipale. Objectif, libérer les emprises publiques et améliorer l'accès aux structures hospitalières de la commune. Alain Bikaï. C'est un bourgmestre déterminé et résolument engagé pour l'assainissement de sa commune que l'on a vu à l'œuvre ce jeudi 22 janvier en Ndjili. Papi Mboumangalema a personnellement supervisé l'évacuation des conteneurs et véhicules abandonnés qui encombraient depuis longtemps l'avenue de l'hôpital au quartier 7. Objectif, libérer et assainir les ronds-points stratégiques situés au croisement du boulevard Sainte-Thérèse et de l'avenue de l'hôpital. Un espace aujourd'hui en pleine réhabilitation. Pour mener à bien cette opération, la commune a mobilisé tous les moyens nécessaires. Des gros engins ont été déployés et ont travaillé toute la journée afin de permettre à l'entreprise de poursuivre notamment les travaux d'aménagement. Cet endroit était devenu un parking pirate des véhicules. Les véhicules abandonnés, ça constituait une poche d'insécurité ici dans ma juridiction. Nous avons répondu à l'instruction de l'autorité urbaine Daniel Bumba Lubaki. C'est la raison pour laquelle on a évacué tous les hangars. Désormais, les usagers du boulevard Sainte-Thérèse et ceux qui fréquentent devant la paroisse du même nom peuvent constater que l'espace a été totalement dégagé de ses occupants anarchiques. L'ambition des autorités communales est claire, offrir un cadre plus propre, plus sécurisé et plus attrayant à l'entrée des deux grandes structures sanitaires d'Ndjili. Une action forte saluée par la population qui s'inscrit dans la vision du gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki Kinezo Bonga. Et commerçants s'y plaignent de la hausse de prix de produits de première nécessité. À Kinshasa, certains
famille accuse le commerçant qui serait à la base de cette situation. Ces derniers rejettent la faute aux importateurs et grossistes qui, selon eux, jouent sur le prix et le taux de change. Grand reportage de ce soir signé Patricia Ungu et Arnaud Kenina. La hausse des denrées alimentaires continue à peser sur le quotidien de ménages. Au marché de la Liberté, dans la commune de Massina, le prix ne cesse d'augmenter, mettant à mal le pouvoir d'achat. Le riz, l'huile, le semoule ou encore les légumes affichent des hausses parfois spectaculaires. Pour de nombreuses familles, remplir le panier devient un véritable casse-tête, comme en témoigne cette femme de ménage. Selon les commerçants, plusieurs facteurs expliquent cette situation. La hausse des prix au marché, mais c'est par rapport au prix des fournisseurs les Indiens. Quelque chose qui était par exemple comme un sac de semoule qui était 20 $, ça devait directement baisser les prix à 46 000 ou 47 000. Mais on a vu qu'eux-mêmes ont augmenté les prix en dollars. Quelque chose qui était 20 $, on achète maintenant à 22 $. Sur base de ça, les prix devaient être aussi revus à hausse au marché. Parce qu'ils ont ajouté quelque chose en dollars. Au lieu de maintenir les prix, et ils ont ajouté $1, $2 à chaque article. Situation similaire à Matadi Kibala où la population s'est plaint de la hausse de prix. Non, jusqu'à un moment, on a évité ce qui est important. Quand on a souci, par contre, dans les chambres froides, la tarification n'a pas bougé, confirme le responsable de la chambre froide. Actuellement, les produits sont en baisse. Ce qui a occasionné la baisse des prix, c'est les taux du dollar. L'année passée, les taux c'était à 28 500, mais actuellement c'est 23 000. Donc, les bascules du taux de dollar, c'est ce qui a occasionné la baisse du prix. Devant cette diversité, les autorités compétentes donnent des assurances fermes, celles de suivre de près la situation afin de stabiliser le prix. Alors on change carrément de registre. Le gouvernement de la RDC et un géant chinois scellent un partenariat pour la modernisation des infrastructures. Les autres détails et explications dans ces récits. Dans le cadre de la modernisation des infrastructures nationales, le gouvernement de la RDC scelle un partenariat stratégique avec le géant chinois Lingong, leader mondial de l'équipement de chantier. Le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, a reçu une délégation de cette entreprise en présence de l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumé Kouna, dont l'appui diplomatique a été déterminant. Selon le ministre, ce partenariat va au-delà de l'importation d'engins. Il prévoit la production et l'assemblage local avec des unités à Kinshasa et 4 pôles provinciaux, transformant la RDC en un véritable centre de montage d'équipements de construction. L'accord intègre également un volet écologique. Nous sommes avec le groupe Liugong. C'est le leader mondial dans les équipements de chantier et les équipements miniers. C'est la seule entreprise
qu'il y a une technologie de grands équipements de construction qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Il n'y a que eux seuls qui font ça. Et donc, nous sommes heureux de les avoir ici. On a discuté sur un partenariat clair et concret. Nous allons moderniser notre centre de formation qui est à Kingabwa. Et ils vont envoyer des formateurs chinois, comme ils le font au Ghana, comme ils le font en Tanzanie. C'est un partenariat concret. Ces partenariats marquent un pas concret vers l'autonomie technique, la modernisation des infrastructures et la formation d'une nouvelle génération de professionnels, en cohérence avec la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un pays tourné vers le développement et l'innovation. Ouvrons à présent notre chapitre santé. Une première en RDC, l'installation d'un centre d'urgence pré-hospitalier pour traiter de cas compliqués. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba lors de sa visite au centre hospitalier universitaire du cinquantenaire. Robert Ndaye. Peu après que l'État congolais ait repris la gestion de l'hôpital du cinquantenaire, rebaptisé Centre hospitalier universitaire du cinquantenaire, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est revenu ce jeudi 21 janvier 2026 pour constater la relance effective de cet établissement stratégique du système de santé congolais. La première, c'est la qualité. On a des spécialistes. D'ailleurs, là, on a pour l'instant une expérience que vous êtes en train de vivre. Mais ce niveau de qualité doit augmenter progressivement pour atteindre les standards internationaux. La reprise de cet hôpital par l'État congolais met fin à plus de 13 ans d'une gestion chaotique. Dr Samuel Roger Kamba a salué lors de la visite des différents départements une étape importante pour refonder les systèmes de santé publique en République démocratique du Congo. Durant la visite, le ministre de la Santé publique a rassuré la population sur la gratuité des soins maternels au centre hospitalier dans le respect du parcours des soins. Les soins de santé pour la maman qui est enceinte et pour le bébé qui naît sont tous gratuits. Quelle que soit la façon dont s'est passée la grossesse et quelle que soit la façon dont se passe l'accouchement, c'est gratuit. Samuel Roger Kamba a annoncé l'installation dans les prochains jours d'un centre d'urgence pré-hospitalière, une innovation en République démocratique du Congo, et réaffirmé par la même occasion sa volonté de transformer l'hôpital en un établissement tertiaire de référence. Mais je dis et je promets encore que cet hôpital, ça va être le meilleur du Congo et de l'Afrique centrale. Vous allez voir dans cet hôpital, quelque part, vous allez voir, il y a déjà Étoile Bleue, c'est-à-dire le centre d'urgence qui va gérer les urgences préhospitalières. Cette visite s'inscrit dans l'engagement du gouvernement congolais à garantir un accès équitable et de qualité aux soins pour tous. La population de Pekadjouma, dans la commune de Limete, bénéficie d'un don de médicaments et autres matériels sanitaires, don de Monique Chikuna par l'entremise de la structure socio-humanitaire Le Mando Sikour, Rodé Panda. Le quartier Pekadjouma a sa renommée particulière, mais la vulnérabilité n'épargne pas les habitants de ces sites. La prise en charge médicale fait énormément défaut, alors que la gratuité de la maternité prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait son bon nombre de chemins. Le centre de santé Myriad de Pekadjouma attend son tour. Dans l'entretemps, les compatriotes au cœur humanitaire sont déterminés à accompagner cette initiative de la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle. Un lot de médicaments et autres matériels médicaux et sanitaires a été remis dans cet hôpital. Il manque presque de tout. C'est un don obtenu grâce à la générosité de Mme Monique Chituka Mwakadi par l'entremise de la structure La Main du Secours, dirigée par Mme Francine Ndaya. La femme qui va donner la vie ne peut pas la perdre, d'où la nécessité de l'entourer d'une bonne prise en charge, a souligné Francine Ndaya. Nous sommes venus apporter assistance dans cet hôpital et aux femmes qui ont accouché. Les bénéficiaires n'ont eu qu'un seul mot, de gratitude à l'endroit des bienfaiteurs. Merci.
Depuis Nabota, exemple à l'Ibosco, nous disons merci pour tout ce qu'ils ont fait à notre égard. Que Dieu les bénisse. Vraiment, nous n'avons pas moulé mingi et sur la miriate mais que nous les enfants de la rue, les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables ont reçu aussi des vivres et non-vivres pour leur survie socio-sanitaire. Avant de clore le chapitre santé, Christian Ngoï, directeur général de l'ACOREP, autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, s'en va en guerre contre le service hors norme dans l'inspection de produits pharmaceutiques. En mission de service au Congo central, il a été reçu par le vice-gouverneur avec qui ils ont échangé sur la relance des activités de l'ACOREP dans la ville portuaire. Iverson Kabwaba. Bientôt, le lancement des activités de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique au Congo central. Le vice-gouverneur de la province, Prosper Ntela Tambidila, a reçu le directeur général de la COREP, Christian Ngoï-Ntumba. Ce dernier a exprimé sa préoccupation face à la pagaille observée dans la réglementation pharmaceutique, souvent entretenue par des services non qualifiés. Au cours des échanges riches, le directeur général a tenu à rappeler au vice-chef de l'exécutif provincial que seule la COREP détient l'exclusivité de la réglementation et de l'inspection pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national. Notre secteur, le secteur de la santé, c'est un secteur très stratégique, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de désordres qui s'illustrent par le fait que, je donne seulement un point, aucune pharmacie dans la province du Congo central n'a reçu une autorisation officielle. Et nous avons comme mission de faire en sorte que la situation générale en cette matière soit assainie. Poursuivant sa mission, Christian Ngoï a rencontré le commissaire provincial de la police pour solliciter l'accompagnement de la PNC dans l'application effective des textes légaux. La tournée s'est poursuivie par une visite au port de Matadi sous la conduite de DPM Chantal Ngeleka. L'objectif était de s'imprégner de la réalité des installations portuaires par lesquelles transitent les produits pharmaceutiques. Le directeur général de la COREP a ensuite échangé avec le directeur provincial de la DGDA avant de clôturer sa mission par une réunion de prise de contact avec le personnel de la COREP au siège provincial au quartier Palace. Prière de nous excuser pour ces problèmes techniques indépendamment de notre volonté. Dans l'actualité également, renforcer la coopération entre la RDC et la France dans le but de faire en commun contre les violences basées sur le genre, raison de la TEDU du colloque devant l'Assemblée nationale française, une rencontre marquée par la présence et l'intervention de la ministre congolaise du genre, famille et enfants, Péchar Kalala. Ce mardi 20 janvier, un colloque s'est tenu à l'Assemblée nationale française. La ministre nationale du genre, famille et enfants, Micheline Ombaye Kalama, accompagnée de sa directrice de cabinet, Laetitia Bena, ont eu des échanges avec la ministre française du genre, marquant une étape significative dans le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la France dans le domaine du genre, de la famille et de la protection de l'enfant. Cette rencontre de haut niveau a réuni des députés français, des représentants de la société civile, des forces vives de la nation, ainsi que des encadreurs et associations engagés dans la lutte contre les violences et la défense des droits des femmes et des enfants. L'objectif affiché demeure la garantie pour chaque femme, chaque homme et chaque enfant d'une vie à l'abri des violences, dans la dignité et dans la sécurité. Les échanges ont permis de souligner l'importance d'une coordination renforcée entre les États et les acteurs de terrain afin d'assurer des réponses durables et adaptées aux réalités locales. Cette approche multidimensionnelle a mis en évidence la nécessité d'intégrer l'accompagnement psychosocial
et la réinsertion sociale des victimes dans les stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre. À l'issue des discussions, les participants ont notamment plaidé pour le renforcement du soutien politique et financier de la France au programme et au projet de prévention de violences basées sur le genre, le financement accru des acteurs locaux engagés sur le terrain, ainsi que la consolidation du rôle de la France comme allié stratégique dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Au-delà de nos frontières, à l'issue de travaux de la 56e édition du Forum économique mondial de Davos, qui a réuni plus de 3000 décideurs politiques, économiques et financiers autour de grands défis de la planète, le ministre du Commerce extérieur a porté la vision d'une RDC désormais résolument tournée vers une diplomatie d'influence. Diane Balaka. Les travaux de la 56e édition du Forum économique mondial de Davos se sont clôturés ce vendredi 23 janvier 2026 en Suisse. Cette grand-messe annuelle a réuni plus de 3000 leaders mondiaux, dirigeants politiques, chefs d'entreprise, financiers et acteurs de la société civile autour de la recherche des solutions concrètes aux défis économiques, climatiques et géopolitiques qui façonnent l'avenir de la planète. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, représentant les chefs de l'État lors de cette cérémonie de clôture devant des éminentes personnalités, notamment le président du Ghana, John Dramani, lors de ces panels consacrés à la promotion d'une coopération internationale plus équitable, résiliente et fondée sur des modèles économiques viables, a mis en exergue la rupture doctrinale opérée par la RDC, marquant le passage d'une diplomatie de sollicitation à une diplomatie d'influence et des partenariats stratégiques. Il a souligné que, fort de ses immenses ressources naturelles et de son potentiel économique, la RDC ne se présente plus comme un pays en quête d'assistance, mais comme un acteur majeur prêt à conclure des partenariats structurants avec les grandes économies du monde. Le monde de demain n'appartient pas à ceux qui ne planifient pas. Si vous ne réfléchissez pas sur l'avenir, eh bien personne ne va le faire. Voilà pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit effectivement que tous les ministres doivent, lorsqu'ils sont déployés, changer de narratif sur ce qu'on sait de la RDC. On parle souvent des problèmes, mais souvent on ne parle pas des solutions. Rappelons que le Forum économique mondial de Davos vise à débattre de grands enjeux globaux, à identifier des solutions communes et à faciliter la coopération internationale face aux défis contemporains. En Afrique, la presse de Kinshasa a marqué de son empreinte à la toute première édition de la conférence internationale de la presse francophone ouverte à Libreville au Gabon. La RDC s'engage activement à la réflexion stratégique sur l'avenir de médias francophones à l'heure de l'intelligence artificielle. Un reportage de Sandra Niang est notre envoyé spécial rendu par Eric Kabamba. L'RDC marque de son empreinte à la première conférence internationale de la presse francophone à Libreville. La forte délégation congolaise, la plus nombreuse de cette édition inaugurale, témoigne de l'engagement actif de la presse nationale dans la réflexion stratégique sur l'avenir de médias à l'ère de l'intelligence artificielle. Lancée à l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, par le ministre gabonais de la communication et médias, Germain Biaoudjo, en présence de plusieurs personnalités politiques, des partenaires internationaux, des professionnels de médias, ainsi que du maire de Toum, Zéphirine et Totowa. Ces cadres académiques a donné les temps d'assises axés sur la réflexion, l'innovation et l'avenir du journalisme francophone face aux mutations technologiques. Conduite par les journalistes Monulf Bosso, point focal de la CIPREF en RDC, la délégation congolaise se distingue tant par son nombre que par sa diversité professionnelle et géographique. La télévision nationale est également fortement représentée avec la présentatrice vedette du journal télévisé de 20h, Sandra Niang, accompagnée de Christine Lenzo et Joséphine Baïtuambo.
Au-delà de la participation, les journalistes congolais occupent des rôles clés dans l'organisation des travaux. Sandra Nyangui a été désignée deuxième rapporteur de la CIPREF, tandis que Monulf Bosso, chef de la délégation congolaise, interviendra lors de la 3e journée pour contribuer aux réflexions. Une participation au pays de Lumumba, saluée à juste titre par le comité d'organisation de la CIPREF. À Libreville, la presse congolaise ne se contente pas d'être présente, elle s'impose, influence et contribue, confirmant son rôle moteur au sein de l'espace médiatique francophone. Une note triste dans le corps de cette édition, tombée au front de suite d'un malaise dans la zone opérationnelle du Vira au sud Kivu. Le général de brigade Mwaku Mboluku Daniel, commandant de la 33e région militaire, a reçu des hommages solennels de la nation lors de 6 obsèques qui se sont déroulés ce vendredi 23 janvier 2026 à l'espace Ave Maria. Émotion et pleurs, cortège funèbre, recueillement, office religieux, dépôt de gerbes de fleurs et témoignages, un hommage solennel rendu au général de brigade Mwaku Mboluku Daniel, décédé dans la zone opérationnelle d'Uvira, dans le sud Kivu, des suites d'un malaise. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita, a représenté personnellement le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la cérémonie d'obsèques organisée ce vendredi 23 janvier 2026 à l'espace Ave Maria dans la commune de Kassavubu, en présence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koudia, des officiers supérieurs et officiers généraux de FARDC, des autorités civiles et des proches du défunt. Le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Mwadianvita, a déposé une gerbe de fleurs au nom du commandant suprême de FARDC, marquant la reconnaissance de l'État congolais pour les loyaux et services rendus à la nation par le feu général des brigades Mwaku Mboluku Daniel, décédé dans l'exercice de ses fonctions. En toute sérénité, les obsèques se sont déroulées dans une atmosphère sobre, ponctuée de respect militaire. Le général des brigades Mwaku Mboluku Daniel a été inhumé au cimetière militaire Le Repos du Soldat dans la commune de Lansele. Tout à fait autre chose. 3 écoles de la commune de Lansele ont bénéficié de bons pupitres sortis des ateliers de menuiserie du service national. Cédric Kenina et Tony Djouma. L'école primaire Mobutu Sese Seko, l'Institut Kosuba et l'Institut Sainte-Marthe. 3 établissements scolaires, un soulagement à l'unisson. Grâce au service national, ces écoles de la municipalité de Lansele disposent désormais des 400 nouveaux bons pupitres fabriqués dans les ateliers du service national. Un geste fort, symbole d'engagement tangible en faveur de l'éducation. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre reconnaissance au président de la République pour sa vision éclairée en faveur de l'éducation, son engagement pour la paix et surtout pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base dans notre pays. Nous saluons aussi le travail silencieux mais puissant de ces jeunes transformés qui participent désormais à la reconstruction du pays. La remise officielle de ces équipements a été effectuée par les directeurs de cabinet du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Pour les responsables scolaires, cette dotation vient résoudre un problème majeur, celui de la capacité d'accueil des élèves. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer l'engagement et les savoir-faire des bâtisseurs du service national, véritables artisans de cette transformation. Nos sincères remerciements au général Kassongo Kabouik Jean-Pierre. Par cette action concrète, vous démontrez que l'éducation demeure un pilier fondamental de notre société et que l'avenir de la nation se construit aujourd'hui sur le banc de l'école. Cette action s'inscrit donc dans le cadre de l'opération Pas d'école sans banc, une initiative qui vise à concrétiser la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et du service
nationale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est communiqué. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, conformément à la loi, le fait relevé dans la gestion des affaires publiques de la province du Congo central. Cette démarche fait suite au rapport de la mission de contrôle de gestion menée par l'inspection générale de finances portant sur l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, la direction de recettes du Congo central, les entités territoriales décentralisées ainsi que le redevable public de la province pour la période allant de janvier à décembre 2025. Le fait relevé concerne notamment des allégations de détournement de deniers publics, de conclusions et d'autres irrégularités susceptibles de qualification pénale dont l'appréciation relève des autorités judiciaires compétentes. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, rappelle que toute personne concernée bénéficie de la présomption d'innocence et réaffirme l'attachement du gouvernement de la République au respect de la loi, de procédures en vigueur et de principes de l'État de droit. Fait à Kinshasa le 23 janvier 2026. Guillaume Nguefa, ministre d'État, ministre de la Justice et de garde des Sceaux. Et puis ces titres avant de nous quitter. Focus sur la ville de Bandundu dans le Kwilu qui repense son réseau électrique. Un travail d'arrache-pied entrepris par la SNEL SA et ses équipes. Notre envoyé spécial dans la ville de Bandundu, Yvette Mankoutima. Améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique n'est plus un slogan, mais une stratégie intégrée mêlant modernisation technique et réformes structurelles. Cap sur la province du Kwilu, précisément à Bandundu-ville, où les chantiers visibles et concrets. À la sous-station aviation, un transformateur de 400 kVA couplé à un groupe électrogène de 500 kVA y a été installé pour renforcer la capacité et la fiabilité de la desserte. Un peu plus loin, au quartier Monusco, un transformateur de 400 kVA est désormais opérationnel. Au quartier Ufuri, la cabine Ngandoi bénéficie d'un transformateur de 250 kVA. Et ce n'est pas tout. Plusieurs nouvelles cabines électriques sont en cours de construction et d'installation dans différentes communes de Bandundu-ville, signe d'une montée en puissance progressive du réseau électrique et les travaux faits par la SNEL SA. Nous avions eu à visiter notre sous-station aviation, là où on a implanté le nouveau groupe qui va servir à alimenter les chapiteaux et le gouvernorat d'une part et de l'autre part l'aéroport de la ville de Bandundu. Au quartier Salongo, dans la commune de Bassoko, les travaux de construction d'une cabine de décharge de 400 kVA sont achevés, précise le directeur provincial de la SNEL Bandundu, l'ingénieur Prosper Bakoukou. On a eu à visiter aussi de nouvelles cabines puisque nous avions dit dans le cadre toujours de 13e conférence, la SNEL devrait quand même être visible dans le sens à implanter de nouvelles cabines qui seront aussi inaugurées par notre directeur général. À l'échelle nationale, améliorer la desserte en énergie électrique reste un défi multidimensionnel. Un défi que la SNEL SA, sous l'impulsion de son directeur général, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, a résolument choisi de relever pour offrir une électricité de qualité aux Congolais. Et puis c'est communiqué, la Caisse nationale de sécurité sociale agent public de l'État concerne renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015. Messieurs et mesdames, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics SENSAP en sigle a le plaisir d'annoncer à l'ensemble de ses parties prenantes le renouvellement de sa certification ISO 9001 2.2015 référence 2020/8555 est signé le 15 janvier 2026 par l'organisme certificateur Nord à l'issue de l'audit externe réalisé en décembre 2025. Ces renouvellements consacrent la robustesse et la résilience de notre système de management de la qualité, tout en confirmant que l'amélioration continue, la rigueur dans l'exécution de processus, un système de contrôle interne et de gestion de risques adéquats, ainsi que la certification de bénéficiaires constituent de réalités
vécue au quotidien au sein de notre institutions. Au-delà de sa portée normative, ces résultats symbolisent l'entrée de la SANSAP dans son 3e cycle de certification, traduisant une maturité organisationnelle consolidée, l'ancrage durable de bonnes pratiques et une volonté affirmée de répondre efficacement aux exigences de performance, de transparence et de gouvernance, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de placer l'agent public au centre de priorité de l'action publique telle que matérialisée par le gouvernement de la République piloté par la Première ministre, son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, et suivant les orientations pratiques de notre autorité de tutelle, son Excellence, M. Jean-Pierre Liaou. Le renouvellement de cette certification consacre l'alignement de la SANSAP aux grandes réformes structurelles engagées pour moderniser l'administration publique et renforcer la qualité de service rendu. À cet effet, la direction de l'organisation et qualité mérite une reconnaissance particulière pour sa coordination efficace, sa pédagogie interne et sa persévérance stratégique qui fortement contribue à la réussite de cet audit. Ainsi, la direction générale félicite chaleureusement l'ensemble du personnel et l'invite à s'approprier pleinement cette réussite. Elle constitue une base solide pour relever de nouveaux défis en 2026 dans la quête permanente d'excellence au service de bénéficiaires. Poursuivons ensemble avec fierté et détermination notre engagement à faire de la qualité un pilier majeur de nos actions. SANSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires, fête à Kinshasa le 20 janvier 2026, Junior Mata. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mireille Ndeke, Junior Luyeye, Simon Kakolongo, Gabi Konga, Ruben Kumbu, Chikobi Ponda, René Ngwangu et Nana Mozazebo pour avoir réalisé cette édition. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir, surtout le même sourire.